djihadistes de l'État islamique poursuivent leur marche vers Damas et Bagdad. Pour contenir cette avancée, une opération est en cours dans la province irakienne d'Al-Anbar, tandis que les avions de Bachar al-Assad mènent d'intenses raids à Palmyre. En France, le projet de loi sur le dialogue social à l'épreuve de l'Assemblée nationale, un texte qui a fait l'objet de nombreuses négociations avec les syndicats et les patronats. Et puis coup d'envoi du marathon diplomatique de David Cameron en Europe, une tournée délicate pour vendre son projet de référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à une Union européenne préalablement réformée. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Cette contre-offensive face à l'avancée des djihadistes de l'État islamique aux portes de Bagdad et de Damas. Côté irakien, l'armée a lancé une opération pour isoler les djihadistes dans la province clé d'Al-Anbar. L'aviation syrienne, elle, bombarde intensivement et depuis hier la ville de Palmyre. Décryptage à suivre dans un instant, c'est juste après ce rappel des faits de Joseph Emmanuel. Ils n'auront pas perdu de temps après les critiques américaines. L'armée irakienne, appuyée par des milices chiites, a lancé une contre-offensive de grande ampleur à Ramadi contre les djihadistes de l'État islamique. La zone d'opération couvre les régions du nord et du sud-ouest de Tikrit ainsi que le nord de Ramadi. C'est une zone très vaste, une zone où l'État islamique est présent. L'objectif est simple, reconquérir la ville, capitale de la province stratégique d'Al-Anbar. La Maison-Blanche applaudit, apaisant ainsi les tensions avec Bagdad au lendemain des critiques du secrétaire d'État à la Défense. Il accusait l'armée irakienne de laxisme face à l'État islamique. Les forces irakiennes ne sont pas surpassées en nombre, mais sont en fait largement plus nombreuses que les forces opposées. Et elles échouent pourtant à se battre. Ce qui est apparemment arrivé, c'est que les forces irakiennes n'ont juste montré aucune volonté de se battre. Des critiques américaines qui amènent des critiques iraniennes. La République islamique n'a pas mâché ses mots, considérant que les États-Unis ne font rien pour aider les Irakiens. La polémique enfle et prend une tournure internationale autour du cas Ramadi. La ville avait résisté pendant des mois aux assauts des djihadistes, mais les hommes en noir de Daesh avaient finalement conquis la ville il y a 10 jours. Un revers pour le pouvoir irakien, autant que pour son grand allié américain. Malgré les tensions, les États-Unis continuent d'apporter leur soutien. Des milliers de conseillers militaires se trouveraient dans la base d'Al-Assad, à une centaine de kilomètres de Ramadi. La chute de cette ville irakienne a provoqué la fuite de milliers de personnes et soulève des questions sur la stratégie américano-irakienne. Les quelques 3000 raids aériens de la coalition contre l'État islamique n'ont pas empêché les djihadistes de s'étendre en Irak comme en Syrie. Et la guerre civile syrienne joue en faveur des djihadistes. Depuis 2013, des pans entiers du territoire syrien sont passés sous leur contrôle. Le symbole le plus fort reste la ville de Palmyre. Les djihadistes la contrôlent depuis moins d'une semaine. Les parties de la ville abritant des ruines antiques ont pour l'instant été épargnées, mais des dizaines d'habitants auraient été massacrés. Parmi les victimes se trouveraient de nombreux enfants. Des affirmations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui contredisent les propos de Damas, le régime assurait avoir évacué les civils. Palmyre est située en plein désert syrien et sa prise constitue une menace sérieuse sur Homs ou Damas, les derniers bastions du régime de Bachar al-Assad. Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Quel est l'équilibre des forces sur le terrain? Quelles sont les chances des forces irakiennes et syriennes de reprendre Ramadi et Palmyre, ces villes clés? Alors sur le plan de l'équilibre des forces, les chances sont grandes, mais sur le plan de l'organisation tactique sur le terrain, ISIS a le dessus. Il va être beaucoup plus difficile qu'il ne pense de sortir ISIS soit de Ramadi, soit de Palmyre, surtout dans l'absence d'une véritable stratégie au sommet, c'est-à-dire au niveau de Washington. Quelle est justement cette force de l'État islamique sur le terrain? Quel est leur secret? On peut dire que quand même ces succès surprennent la communauté internationale. Oui, mais pas vraiment les militaires, parce que depuis le temps que les Américains s'obstinent à ne cibler que des cibles aériennes, à ne frapper que d'en haut, à certains endroits, alors que le territoire est immense, dans tout le reste de ce territoire, ISIS se retranche, renforce ses positions, se prépare à la prochaine attaque et même
étant son champ d'action. Donc aujourd'hui, c'est une incursion terrestre qui peut venir à bout de l'État islamique et rien d'autre. Voilà, aujourd'hui c'est le grand tournant. Palmyre, Ramadi pour l'Irak, pour la Syrie, c'est le tournant dans ce conflit. Ils sont obligés de reprendre ces villes des deux côtés, sinon leurs capitales sont menacées, leurs gouvernements sont menacés. Et puis c'est toute une reconfiguration du Moyen-Orient qui sont les grands gagnants, les grands perdants de cette configuration. Voilà, alors dans tout cela, le grand gagnant c'est l'Iran. L'Iran marque des points, elle est perçue comme la seule force capable d'intervenir sur le terrain, puisque la coalition ne le fait pas. Et le Hezbollah marque beaucoup de points, parce que grâce à ce conflit, ils s'entraînent, ils sont sur le terrain, à l'entraînement. Ils se réapprovisionnent en armement lorsqu'ils pénètrent dans les bases qu'ils conquièrent, et ils se redéploient dans toute la région. Ils sont plus juste au Liban, ils sont partout. Et ça peut coûter cher à Israël. Ça peut nous coûter très très cher à long terme. Ça renforce le Hezbollah, ça renforce l'Iran et ça affaiblit la position américaine et des gouvernements. Les Américains hésitent à soutenir le gouvernement Assad. C'est pour ça qu'ils n'interviennent pas comme ils le font en Irak. Je crois que c'est encore une grave erreur de Washington. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi pour ce décryptage. Dans le reste de l'actualité, celle en France tout d'abord, et ce texte longtemps attendu et qui a suscité de nombreuses négociations avec les syndicats et le patronat. Le projet de loi sur le dialogue social est aujourd'hui examiné par l'Assemblée nationale. Le ministre du Travail, François Rebsamen, a dit vouloir maintenir l'équilibre pour ne pas froisser les différentes parties. Les détails avec Léa Berdugo que l'on retrouve tout de suite après. À la gauche du PS, on dénonce un texte édulcoré. À droite, on pointe un projet sans grande ambition réformatrice. Car le projet de loi sur le dialogue social a été déminé avant la présentation à l'Assemblée. La tâche s'annonçait compliquée. Il fallait concilier les demandes du patronat, qui exigeait une simplification du dialogue social dans les moyennes et grandes entreprises, tout en respectant les demandes syndicales d'amélioration dans les petites entreprises. Les différentes parties avaient échoué en janvier à s'accorder. Résultat, le ministre du Travail, François Rebsamen, a repris la main. Au cœur du projet de loi, plusieurs dispositions. Une représentation syndicale dans les TPE. Jusqu'ici, aucune obligation n'était imposée aux entreprises de moins de 11 salariés en matière de représentation syndicale. Avec cette loi, les salariés travaillant dans les très petites entreprises seront représentés en externe grâce à des commissions régionales paritaires. La prime d'activité. À partir du 1er janvier prochain, cette prime sera instaurée. Elle remplace la prime pour l'emploi et le RSA activité. Son accès a été élargi aux étudiants et apprentis. Création du compte personnel d'activité. Ce compte devra regrouper au 1er janvier 2017 les différents comptes existants, comme les comptes pénibilité ou formation. Enfin, la suppression du caractère obligatoire du CV anonyme doit être ajoutée au projet de loi. Droite et gauche ne semblent pas satisfaits par ce texte qui doit être voté mardi 2 juin avant d'être soumis au Sénat. François Rebsamen a déjà fait savoir qu'il n'était pas opposé à utiliser l'article 49.3 qui lui permet de se passer d'un vote, comme pour la loi Macron en février dernier. Bonsoir Léa Berdugo. Bonsoir, alors également au cœur de ce projet de loi, il y a cette reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Exactement, ce fléau est aussi connu sous le nom de syndrome d'épuisement professionnel. Et le député socialiste Benoît Hamon en a fait un combat. Il souhaite la reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle. Il le qualifie même de défi social dans les colonnes du journal Libération. Mais son combat, il s'annonce long et difficile. Tout d'abord, il va falloir trouver une définition du burn-out qui convienne à la fois aux syndicats et au patronat, car on l'imagine bien, les deux parties ne défendent pas du tout les mêmes intérêts. Jusqu'à présent, un salarié victime de burn-out était pris en charge par la sécurité sociale. Si ce volet est adopté, ce sera au patron d'indemniser les salariés. L'objectif de cette loi est donc de toucher les entreprises au porte-monnaie pour éviter les situations de surmenage des employés. Et on a déjà une réaction du MEDEF qui s'oppose à cette requalification. Pour le patronat, c'est un phénomène très complexe, très flou, où se mélangent des facteurs internes et externes à l'entreprise. Cependant, le burn-out cause des dégâts de plus en plus sévères. 3 millions de Français en sont menacés aujourd'hui. Jean-Paul Delgen est économiste, il s'exprime sur la question. En France, il y a un vrai problème de prévention. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est victime d'un burn-out ou d'un épuisement professionnel ? Il sort par la petite porte, c'est une maladie ordinaire, on n'en parle pas. Or, s'il était caractérisé comme maladie professionnelle, on en parlerait. Or, aujourd'hui, les gens sortent, ils disparaissent
et personne n'en parle. Et toujours en France, cette victoire pour Nicolas Sarkozy, la justice a tranché. L'UMP va pouvoir légalement se rebaptiser les Républicains. Le tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de suite aux plaintes contre l'utilisation de ce nom, les Républicains, que certains considéraient comme une appropriation d'un bien commun. Alors sur quel motif la justice s'est-elle basée exactement? Le trésorier de l'UMP s'est lui-même chargé de lire le verdict. On écoute. Je vais vous lire le point clé de la décision qui donne raison à l'UMP, qui pourra donc s'appeler les Républicains, puisque par ces motifs, et je vous lis le dernier point qui est le plus important, constate que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ne sont démontrés sur aucun des fondements. Vous savez, dans la devise de notre République, il y a liberté, égalité, fraternité. Bien aujourd'hui, c'est la liberté qui triomphe, la liberté pour l'UMP de choisir son nom. Et c'est ce qui se lit sur les visages, c'est cette immense joie de l'UMP, Léa. Exactement, la liberté triomphe, mais à vrai dire c'est plutôt l'UMP qui triomphe actuellement. Daniel Fasquelle s'en est donné à cœur joie. Selon lui, les plaignants ont subi un revers terrible. Tout le monde a compris que c'était une manœuvre politique, a-t-il déclaré. Cette manœuvre a échoué, a-t-il scandé, triomphant. Alors du côté des plaignants, le ton est beaucoup plus sobre. L'un des avocats explique le fondement de leur demande. Je vous propose de l'écouter maintenant. Nous avons bon espoir que chacun en France, aujourd'hui comme demain, puisse se dire républicain sans être renvoyé à l'appartenance à un parti politique. Alors maintenant, quelle est la suite? L'appellation a déjà été adoptée par le bureau politique du parti. Les militants doivent maintenant se prononcer jeudi et vendredi là-dessus, à la veille du congrès de l'UMP. Nicolas Sarkozy a ironisé aujourd'hui devant les députés UMP sur le fait que ce soit la majorité qui cherche à fixer le nom du parti d'opposition. Le référé sur le nom du parti est invraisemblable, a-t-il encore déclaré. Mais la partie est bien loin d'être finie. Le mouvement républicain et citoyen a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel. Les demandeurs ont annoncé également leur intention d'engager une action de fond. Alors cette procédure prendrait de longs mois. Pour eux, nous sommes tous des républicains. Pourquoi? Bien de par l'article 1er de la Constitution. Et de plus, ce nom viole la loi car l'UMP se livrerait à un dénigrement tout simplement des autres partis politiques. Merci beaucoup Léa Berdugon. On va tout de suite rester en France 2 ans après la mort du jeune militant Clément Méric. Les protagonistes de la Rix ont été convoqués ce matin, le temps d'une reconstitution sur les lieux du drame. Les 4 personnes mises en examen et les 3 militants antifascistes étaient présents. Le récit de Julia Galancia. Qui, parmi les militants d'extrême gauche ou ceux d'extrême droite, ont attaqué les premiers? Mardi matin, dans le 9e arrondissement de Paris, la brigade criminelle a supervisé la reconstitution du meurtre de Clément Méric, un étudiant en sciences politiques engagé à gauche, mort lors d'une violente bagarre avec les membres d'un groupuscule d'extrême droite. Pour les besoins de la reconstitution, les 2 camps se sont retrouvés pour déterminer la responsabilité de chacun dans la mort de Clément Méric. Pour l'avocat d'Esteban Murillo, principal accusé dans l'affaire, aucun coupable ne se dégage clairement. Et à l'origine de la Rix, on a des responsabilités qui ne sont peut-être pas, comme on l'a dit au départ, du côté de ceux qui se trouvent aujourd'hui mis en cause, voire mis en examen. Mais pour l'essentiel, le dossier aujourd'hui est pratiquement terminé, pratiquement clôturé. Et l'essentiel, c'est malheureusement une bagarre qui a mal tourné et qui a entraîné la mort de ce malheureux Méric. Il y a bientôt 2 ans, alors qu'il sortait d'un magasin, Clément Méric, 18 ans, et d'autres militants antifascistes croisent un groupe de skinheads. 2 mouvements politiquement opposés et qui commencent à s'affronter dans la rue. L'un d'eux, Esteban Murillo, assène un coup mortel sur l'étudiant du Sciences Po. L'accusé reconnaît l'attaque, mais assure que les militants d'extrême gauche les ont provoqués. À l'époque, la mort de Clément Méric avait causé un vif émoi. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en France en hommage à l'étudiant. Le gouvernement avait même dissous le groupuscule 3e Voie, dont les skinheads étaient proches. Mais un combat. Il va fêter ses 15 ans dans une semaine, mais il soufflera sûrement ses bougies derrière les barreaux. Un adolescent a été condamné aujourd'hui par un tribunal autrichien à 2 ans de prison, dont 8 mois fermes, pour participation à une entreprise terroriste. Julia Galancia nous en dit plus. À peine sorti de l'enfance, le jeune accusé répondait ce matin de participation à une entreprise terroriste.
L'apprenti djihadiste avait notamment pris contact avec des recruteurs de l'État islamique à Vienne et cherchait à fabriquer une bombe pour la faire exploser dans l'une des principales gares de la capitale autrichienne. Il voulait ensuite partir pour la Syrie. Le jeune accusé a reconnu les faits. Son avocat évoque une adolescence difficile. Il a grandi sans son père, puis a été dans une école spécialisée. Puis il s'est laissé entraîner par cette propagande religieuse, un peu comme tous les garçons de son âge qui sont en quête de reconnaissance. Le jeune homme s'exposait à une peine plafonnée à 5 ans de prison ferme, mais à la sortie de l'audience, satisfaction pour l'avocat. La condamnation est de 2 ans, dont 8 mois de prison ferme. Le jeune homme ayant déjà été emprisonné au cours des investigations, il lui reste encore 3 mois et 1 semaine. Le verdict s'accompagne d'une mise à l'épreuve et d'une obligation de suivi. Je suis très satisfait du verdict. La Cour a vu que mon jeune client a complètement changé d'état d'esprit. Plus de 200 personnes, dont des femmes et des mineurs, ont rejoint la Syrie et l'Irak depuis l'Autriche, selon les autorités. Quelques 70 suspects sont revenus dans le pays et plusieurs d'entre eux sont emprisonnés en attente d'un jugement. Alors ce cas d'adolescent lié au terrorisme est loin d'être isolé. On va en parler tout de suite avec Simon Petermann, expert antiterroriste, professeur émérite des universités de Liège et de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Alors il faut dire que ces cas d'adolescents qui participent de près ou de loin au terrorisme interpellent toujours. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Est-ce qu'on peut le mesurer? Mais écoutez, d'après les services de sécurité, plusieurs milliers, je parle des Européens ici évidemment, plusieurs milliers de jeunes Européens sont partis. Au niveau des combattants étrangers, Daesh ou l'État islamique semble en tout cas exercer une fascination certaine, et particulièrement donc chez les jeunes. Et donc les motivations, je dirais, de ces derniers sont aussi diverses que multiples. Depuis l'engagement politique qui est justifié religieusement, souvent d'anciens membres ou des sympathisants de groupes dits historiques d'ailleurs, jusqu'à l'attraction morbide suscitée par la violence émanant du groupe. Et puis la crise identitaire également? Oui, vous savez, les profils classiques vont du jeune désœuvré ou laissé pour compte, ayant déjà basculé dans la violence et en lutte contre une société dans laquelle il ne se reconnaît pas ou plus, à l'intellectuel renvoyé à son altérité au cours de son parcours de vie. Alors, les jeunes, par exemple, des quartiers défavorisés sont particulièrement ciblés dans ce phénomène qui pourrait s'apparenter, je dirais, mutatis mutandis, au phénomène des bandes. Le groupe Daesh jouerait donc ici le rôle d'une, entre guillemets, super bande. Alors que peut faire l'Occident face à cela, à ce phénomène de ces adolescents terroristes? Vous avez évoqué tous ces profils. Comment est-ce qu'on lutte contre ce phénomène? Écoutez, on lutte très difficilement contre ce genre de phénomène. Alors, soit par d'abord, ça passe par le renseignement, bien sûr, parce qu'il faut essayer d'appréhender le phénomène en amont, avant que les jeunes ne se radicalisent. Mais c'est extrêmement difficile parce que les étapes du recrutement passent par différents stades en Europe. Et le processus de radicalisation est en général extrêmement rapide. Et le degré, je dirais, de détermination atteint par des recrues n'ayant parfois effectué que de courts séjours sur zone, c'est-à-dire en Syrie essentiellement, ou en Irak, est étonnant. Merci beaucoup Simon Petermann pour ce décryptage. On en vient à ce début du procès du correspondant du Washington Post accusé d'espionnage en Iran. Une séance à huis clos, fermée au public, qui jette le doute sur la véracité des charges qui pèsent contre lui. L'affaire pourrait en tout cas raviver les tensions entre Téhéran et Washington en pleine négociation nucléaire. Explication, Yohann Diameta. Il a été arrêté à son domicile en juillet dernier en compagnie de son épouse. Jason Rezaian, un journaliste du Washington Post basé à Téhéran, est accusé d'espionnage pour le compte des États-Unis. En avril, après 10 mois de détention sans le moindre motif, le journal américain dévoilait les chefs d'accusation.
Selon les autorités iraniennes, Jason Rezaian aurait recueilli des informations à caractère confidentiel pour les remettre à des gouvernements qualifiés d'hostiles. Des accusations sans fondement selon la famille du journaliste. Le procès de ce mardi n'est pas public. Nous venons d'apprendre que ce procès ne va pas être public, mais à huis clos. C'était prévisible, mais nous espérions que ma belle-sœur Yagane et ma mère, qui vit à Téhéran, pourraient assister à l'audience. Je viens d'apprendre que ma belle-sœur et ma mère ne seront pas autorisées à y assister. Personne d'autre ne le sera que Jason et son avocat. De nationalité américaine et iranienne, Jason Rezaian était le chef du bureau de Washington Post à Téhéran depuis 2012. Les rédacteurs en chef du journal estiment les charges ridicules et espèrent que le journaliste sera bientôt libéré. L'Iran n'a pas déclaré publiquement quelles sont les charges. Nous avons pris connaissance des chefs d'accusation uniquement par la voix de son avocat. Il a été en mesure de les examiner et de parler un peu publiquement sur eux. Mais ce qu'il essaye de dire, c'est que Jason est allé au-delà de son mandat en tant que journaliste, qu'il aurait rassemblé des informations pour les fournir à des gouvernements étrangers. Le comité de protection des journalistes, un organisme chargé de surveiller le respect des libertés de la presse basé à New York, a appelé l'Iran à abandonner les accusations et de libérer immédiatement Rezaian. Et dans ce contexte, les négociations sur le nucléaire iranien ont repris aujourd'hui à Vienne. À cette occasion, Hassan Rouhani a assuré que la grande majorité des Iraniens voulaient la paix avec le reste du monde. Des propos tenus lors d'un discours retransmis à la télévision d'État. En voici un extrait. C'est avec détermination que nous atteindrons un accord final avec le monde, un accord logique, argumenté et négocié. La majorité écrasante du peuple iranien soutient la paix, la réconciliation et le chemin de l'engagement avec le monde. Et j'accueille Ali Wakad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du monde arabe. On vient d'entendre Hassan Rouhani qui dit sa détermination pour parvenir à un accord. On sait que Barack Obama, lui aussi, veut à tout prix parvenir à un accord, entrer dans l'histoire. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Où est-ce que ça coince? Oui, Daniel, je ne sais pas si ça ne marche pas. Les négociations viennent de se poursuivre. Les propos d'ailleurs qu'on vient d'entendre de Hassan Rouhani ont été adressés aux oreilles des Iraniens et surtout de l'aile conservateur dans la direction iranienne. Je pense que les deux directions, et l'iranienne représentée par Hassan Rouhani et le ministre des Affaires étrangères Jawad Zarif, prennent pour un accord. Les Iraniens, au bout de compte, les Iraniens veulent voir les sanctions enlevées, ils veulent voir l'économie iranienne reprendre, mais les Iraniens doivent montrer que leur position est dure, ils ne sont pas faciles à être achevés, à être conclus, et donc ils doivent jouer une ligne dure pour assurer l'aile conservateur qu'il ne s'agit pas ici d'une série de concessions et il ne faut pas négliger encore et ignorer ce qui se passe autour au Yémen et en Syrie, surtout ce qui se passe en Syrie. L'Iran doit durcir sa position quand elle voit son allié syrien. Fait en quelque sorte du marchandage avec le nucléaire iranien sur d'autres dossiers dans lesquels elle peut avoir une influence, comme notamment celui de la lutte contre l'État islamique qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Elle marchande dans la question de l'État islamique sans doute, mais si pendant le mois de mars, quand l'accord intérim a été conclu, on pensait que les Américains ont voulu employer l'Iran dans leur lutte contre l'État islamique. Ces dernières semaines, ces derniers mois montrent que les États-Unis ne veulent pas perdre aussi leurs alliés du Golfe, qui considèrent l'Iran comme le premier menace et non pas l'État islamique. Et donc les Iraniens soupçonnent que les priorités des Américains sont en train d'être discutées. Le fait que les Iraniens ont boycotté, les pays du Golfe ont leur majorité, les dirigeants ont boycotté leur sommet avec le président américain, pousse les États-Unis à recalculer ses comptes concernant cette équation Iran-pays du Golfe. Ce qui se passe en Syrie, que pour la première fois depuis 4 ans, on voit que l'allié de l'Iran, le président syrien, son avenir est en danger. Pour les Iraniens, c'est un signe que les Américains ne mettent pas tout à fait à l'onde qu'ils voulaient voir. Merci Ali Wakad pour cette analyse. Dans le reste de l'actualité, l'État du Texas a ravagé par des pluies torrentielles. 3 personnes sont mortes et 12 autres sont portées disparues. Selon les météorologues, des vents violents et des tornades isolées pourraient arriver. Regardez.
Au nord du Mexique, la ville de Ciudad Acuna, dévastée par une tornade. Au lendemain de la tempête, les habitants en font le bilan des pertes et des dégâts. En seulement 10 secondes, plusieurs centaines de maisons ont été entièrement détruites à cause des vents violents. Des vents allant jusqu'à 300 km/h. Au moins 13 personnes ont été tuées. Une catastrophe qui a également frappé de l'autre côté de la frontière américaine. Au Texas et dans l'Oklahoma, des orages et des inondations ont causé la mort de 3 personnes, 12 autres sont portés disparus. Dans cette commune du Texas, certains habitants ne reconnaissent même plus leurs rues, entièrement décimées. Tous ces bâtiments en ruine, c'est un véritable désastre. Le gouverneur du Texas s'avoue impuissant face à de tels dégâts. Des maisons ont été complètement rayées de la carte. Et les jours à venir ne seront pas plus calmes. Les services météorologiques ont averti la population de l'arrivée de nouveaux orages violents. Le risque d'inondation reste important. Et pendant ce temps-là, l'Inde est frappée par une vague de chaleur qui perdure. Le bilan est lourd. Plus de 800 personnes sont mortes en une semaine. Je vous rappelle que d'ordinaire, déjà plusieurs centaines de personnes parmi les plus défavorisées meurent chaque été en raison de la chaleur. Écoutez. Cette année, l'été est très violent. À cause de ça, les gens sont déshydratés, font des malaises et se sentent très malades. Dès 8 h du matin, la chaleur est horrible. Mon frère est admis ici. Il a subi une insolation en allant travailler. Son état est devenu très sérieux. Les gens disent que la température est montée jusqu'à 45 degrés. Il faisait très chaud. Le gouvernement doit prendre des précautions pour aider la population. Restez avec nous dans le Grand Direct. Dans un instant, il sera question de l'actualité en Europe et notamment cette opération séduction de David Cameron. Le Premier ministre est en train de faire une tournée des capitales européennes. Il veut convaincre ses partenaires du bien fondé des réformes que Londres exige. En toile de fond, bien sûr, cette perspective d'un référendum sur une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union. On en reparle dans une poignée de secondes. C'est sur i24 News. Restez avec nous. Les djihadistes de l'État islamique poursuivent leur marche vers Damas et Bagdad. Pour contenir cette avancée, une opération est en cours dans la province irakienne d'Al-Anbar, tandis que les avions de Bachar al-Assad mènent d'intenses raids à Palmyre. En France, le projet de loi sur le dialogue social à l'épreuve de l'Assemblée nationale, un texte qui a fait l'objet de nombreuses négociations avec les syndicats et les patronats. Et puis coup d'envoi aujourd'hui du marathon diplomatique de David Cameron en Europe, une tournée délicate pour vendre son projet de référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à une Union européenne préalablement réformée. Merci de nous rejoindre sur i24 News, l'actualité en Israël, pour parler politique avec ces révélations aujourd'hui du quotidien Haaretz. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait savoir à la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qu'il souhaitait reprendre les pourparlers de paix avec les Palestiniens dès que possible. Des négociations qu'il veut centrer sur les contours des blocs d'implantation. C'est la première fois depuis 2009 que Netanyahou exprime sa volonté de discuter de ses frontières. Écoutez les réactions du ministre israélien Yuval Steinitz et celle d'un représentant de l'OLP. Les blocs de colonies feront partie de l'État d'Israël dans tout accord futur, si un accord voit le jour. Je pense que ce que Netanyahou a déclaré au sujet de la question des négociations sur ce qu'on appelle les blocs de colonies construites sur les terres palestiniennes est totalement inacceptable. Toutes les colonies construites sur ces terres, occupées depuis 1967, y compris Jérusalem, sont illégitimes et illégales. Il y a des décisions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée des Nations Unies qui soulignent le caractère illégitime des colonies et qui exigent le retrait de tous ces endroits. Bonsoir David Klezewski, on a l'impression d'un double langage de Benjamin Netanyahou. À quoi joue le Premier ministre ? Bien oui, effectivement, où est Netanyahou sur cette question ? D'un côté, il réaffirme avec force que le principe des deux États est le bon. La semaine dernière, vous l'avez rappelé, il avait d'ailleurs été assez loin dans des concessions, dans des négociations secrètes avec les Palestiniens, et négociations révélées par la presse israélienne pendant les élections. D'un autre côté, il y a ces nominations au sein du ministère des Affaires étrangères israélien, deux figures clés qui sont, elles, opposées, voire farouchement opposées au principe
de deux États. Mais en fait, quand on fait un peu le tour de l'ensemble des déclarations de Benjamin Netanyahou sur ces dernières années, depuis 2009, on remarque malgré tout une constante, de manière répétée. Benjamin Netanyahou se déclare favorable au principe de deux États, mais il estime que le timing, le calendrier n'est pas le bon. Il estime que les conditions ne sont pas réunies pour qu'un État palestinien soit créé dans un Moyen-Orient qui connaît un djihad généralisé ou une vague islamiste qui concerne aussi les Palestiniens. Entre la gauche et Netanyahou, il y a donc peut-être qu'une question de calendrier. Et entre Benjamin Netanyahou et l'opinion publique israélienne, est-ce qu'on est en phase sur ce dossier-là, israélo-palestinien? Complètement. Il y a sur cette question-là une véritable symbiose avec les Israéliens. De manière systématique, dans les sondages d'opinion, entre 49 et 70% des Israéliens sont systématiquement favorables au principe des deux États. En revanche, ils se montrent parfois réticents sur plusieurs retraits de territoire, pour des raisons en fait sécuritaires et non pas idéologiques. En fait, pour les Israéliens, la Cisjordanie ou Judée-Samarie, c'est une sorte de zone tampon face aux menaces. Et de ce point de vue-là, la victoire électorale de Benjamin Netanyahou cette année, c'est un peu la victoire non pas d'un Israël élargi au maximum, mais c'est la victoire du scepticisme israélien face à la fameuse doctrine paix contre territoire. Merci beaucoup David Klezewski pour cette analyse. On en vient à présent à cette opération séduction de David Cameron en Europe. Le Premier ministre fait une tournée des capitales européennes. Objectif, convaincre ses partenaires du bien fondé des réformes que Londres exige, en toile de fond bien sûr, la perspective d'un référendum sur une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union. Joseph Emmanuel nous en dit plus. Il a été triomphalement réélu le 7 mai dernier. Il avait promis de renégocier les relations avec l'Union européenne et même d'obtenir un référendum sur la question du maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'ensemble communautaire. Le Premier ministre britannique reçoit son ennemi d'hier, Jean-Claude Juncker. La rencontre a lieu à la campagne, moins officielle qu'au 10 Downing Street. L'objet des discussions, l'insatisfaction des Britanniques et la façon dont l'Europe doit répondre à leurs préoccupations. Une réponse possible selon David Cameron, l'Europe doit changer. Le Premier ministre réclame une modification des règles sur les prestations sociales, ceci pour endiguer ce qu'il nomme le tourisme social. Les migrants d'autres pays de l'Union européenne devraient, selon David Cameron, justifier de 4 années de présence sur le sol britannique avant d'être éligibles à tout un ensemble d'avantages sociaux. Autre demande dans la même veine, la possibilité d'expulser les Européens demandeurs d'emploi après 6 mois de chômage. Un durcissement qui n'est pas au goût du diplomate européen, mais plus qu'un durcissement, des mesures qui appellent inévitablement à réformer les institutions européennes en profondeur. Jean-Claude Juncker a écouté et conclu que seul un accord équitable devait être trouvé. Fort de son triomphe aux dernières élections législatives, David Cameron présente donc aux Luxembourgeois des exigences presque impossibles à satisfaire. D'autant plus impossible que le Britannique est ressorti il y a 1 an aussi isolé qu'affaibli après la croisade qu'il menait contre la nomination de M. Juncker à la présidence de la Commission européenne. Une nomination que le Premier ministre voyait comme une grave erreur, allant jusqu'à parler de jours sombres pour l'Europe. L'heure est aujourd'hui aux discussions entre un pro-européen convaincu et un Premier ministre conservateur. Dès mercredi soir, David Cameron commencera son offensive diplomatique auprès des autres États membres de l'Union européenne. Danemark, Pays-Bas, France, Pologne et Allemagne, il compte s'entretenir avec l'ensemble de ses 27 partenaires européens avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement fin juin à Bruxelles. David Cameron s'apprête donc à concrétiser une promesse de campagne compliquée. Le seul référendum sur la question de l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne avait lieu il y a 40 ans. Alors quels sont les enjeux de cette tournée européenne? On en parle tout de suite avec Alain Dauvergne, conseiller à l'Institut Jacques Delors, auteur de l'article Cameron, coup de poker sur l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. Alors le Premier ministre britannique, on l'a compris, veut des réformes. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette Europe voulue par David Cameron? Elle ressemblerait beaucoup à l'Europe que la Grande-Bretagne aurait voulu construire après que les 6 aient fondé la communauté européenne, le marché commun. C'est-à-dire que c'était l'association européenne de libre-échange. Ce que Cameron aime bien, ce que les Britanniques qui le suivent aiment bien, c'est le grand marché, c'est-à-dire le libre-échange entre les différents États membres de l'Union européenne, et c'est ce qui les intéresse le plus. Donc, ce que voudrait Cameron, c'est se rapprocher de cet idéal-là, et en défaisant autant que possible les liens qui unissent au sein du club européen le Royaume-Uni avec ses partenaires.
Pourtant, les Britanniques connaissent bien ce que sont les clubs et ce que sont les règles qui régissent les clubs. Donc ils devraient savoir que ce n'est pas celui qui veut partir, éventuellement, qui peut redessiner les règles qui régissent tout le club. Donc je pense qu'il va essayer, au cours de cette tournée dans les capitales européennes, de prendre un peu la température, de voir jusqu'où il peut aller trop loin, si je puis dire, et de manière à préciser ses demandes lors du prochain sommet européen, les 25 et 26 juin prochains. Alors il y a sa vision, l'Europe qui est sur la table, mais qu'est-ce qu'il se joue également sur le plan antérieur au Royaume-Uni pour David Cameron au cours de cette tournée? C'est un pari quand même très, très difficile. Hein. Il s'est mis le dos au mur pour essayer de contrer les eurosceptiques ou les anti-européens de UKIP, qui est le nouveau parti d'extrême droite, de droite et très anti-européen qui existe depuis une dizaine d'années. Pour essayer de contrer ce parti, il a pris l'engagement de procéder à un référendum sur la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors maintenant, il faut qu'il tienne sa parole. Mais lui, personnellement, n'a jamais caché qu'il était favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Donc il va falloir faire de l'équilibre sur le fil du rasoir pour à la fois obtenir quelque chose de ses partenaires qui puisse lui permettre de revenir vers ses concitoyens en disant « Voilà, j'ai obtenu quelque chose, maintenant je vous demande de rester dans l'Union ». Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'il aille trop loin, parce que s'il demande trop, il n'obtiendra rien. Et à ce moment-là, il sera obligé de faire campagne pour le non, comme il l'a d'ailleurs annoncé. S'il n'obtient pas satisfaction, je ferai campagne pour le non. Et à ce moment-là, tout est possible. C'est-à-dire qu'il peut, il peut effectivement entraîner le Royaume-Uni hors de l'Union européenne, ce qui serait une catastrophe pour les Britanniques, et ce qui serait aussi une très mauvaise nouvelle pour l'Union européenne elle-même. Alors justement, je voudrais qu'on en parle de l'Union européenne. En général, on sent un véritable malaise au sein de l'Europe avec des pays comme l'Espagne, la Grèce qui disent non à l'austérité. Quel avenir pour l'Union aujourd'hui? Ça c'est une autre question. Il est vrai que dans un certain nombre de pays, l'austérité a mauvaise presse et que l'opinion réagit effectivement en poussant vers le pouvoir des partis politiques nouveaux qui se réclament du refus à l'austérité comme principal axe politique. Mais d'abord, ça ne concerne pas tous les États de l'Union européenne, et ensuite, ça veut dire que il y a probablement des infléchissements à prévoir, à organiser dans les politiques économiques qui sont menées. Mais comme vous l'avez sans doute remarqué, M. Hollande et Mme Merkel ont envoyé il y a quelques jours des propositions de changement pour ce qui concerne la gestion de l'eurozone à Bruxelles, au président de la Commission, M. Juncker. Et c'est aussi un sujet qui doit être abordé au sommet des 25 et 26 juin, c'est-à-dire comment renforcer éventuellement l'eurozone, l'euro lui-même, et les propositions qui sont faites par l'Allemagne et la France poussent vers un renforcement de la coordination de la politique économique. Et ça, le Royaume-Uni y est opposé. Merci beaucoup Alain d'Auvergne pour ce décryptage. Et on prend la direction de l'Espagne où Mariano Rajoy reste droit dans ses bottes. Malgré les revers de son parti au municipal et au régional, le chef du gouvernement conservateur se dit convaincu de sa victoire aux législatives. On va tout de suite prendre la direction de Madrid où l'on retrouve notre correspondante Aude Soufi. Aude Soufi, bonsoir. Alors au lendemain de cette soirée électorale décevante pour ses troupes, eh bien Mariano Rajoy garde la tête haute. Pas question de changer quoi que ce soit.
Non, il n'est pas question de parler de défaite pour Mariano Rajoy. Ces résultats sont dus à la situation socio-économique du pays. Pour lui, lorsqu'un pays traverse une crise, le gouvernement souffre et c'est normal. Pas question donc de faire de changement, ni au sein du gouvernement, ni au sein du Parti populaire. Tout juste reconnaît-il qu'il lui faut communiquer davantage avec les Espagnols, qu'il faut qu'il soit plus proche des citoyens. Mais encore une fois, il ne parle pas de défaite, il reconnaît une baisse des votes. Et comment serait-il autrement? Son parti récolte 27% des voix au niveau national, quand en 2011, lors des dernières élections, il rassemblait 37% des voix. Donc il ne parle pas de défaite, mais c'est effectivement un revers que Mariano Rajoy se refuse à admettre. Il n'envisage aucun changement à aucun niveau, même sur la question de la corruption qui a été un thème important lors de ces élections. Il affirme que les cas qui surgissent actuellement dans l'actualité appartiennent au passé et ne se remet donc absolument pas en question sur ce thème non plus. Alors non seulement Mariano Rajoy ne parle pas de défaite, mais il se dit convaincu de sa victoire aux élections législatives. Est-ce qu'il a raison d'être optimiste ? Il pense que les Espagnols reconnaîtront le travail du gouvernement pour lutter contre la crise, dit-il. Et c'est vrai que lors de ses dernières interventions, au cours des derniers mois, il insiste sur la reprise économique du pays. Elle est réelle. En 2014, le PIB a connu une croissance d'1,4%. Pour 2015, la croissance est prévue par la Commission européenne à 2,8%. Mais ça, c'est au niveau macroéconomique. Au niveau microéconomique, c'est-à-dire dans le quotidien des Espagnols, ça ne se ressent pas encore. Et les effets de la crise pendant 7 ans, les effets des mesures de rigueur du gouvernement pendant les 4 dernières années, eux, sont bien visibles par les Espagnols. Aujourd'hui, le taux de chômage baisse, mais il est toujours à 24%. Aujourd'hui même, l'Institut national de la statistique publie une étude selon laquelle un quart des ménages espagnols vit sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est une réalité. Et ces Espagnols seront sans doute peu enclins à voter pour le Parti populaire au cours des prochaines élections générales. Merci Aude-Sophie en direct de Madrid pour i24 News. Quel avenir pour l'économie de la Pologne après l'accession à la présidence du candidat conservateur Andrzej Duda? C'est la question qui se pose aujourd'hui alors que les électeurs se sont élevés contre les inégalités sociales et les élites au cours de ce scrutin. Décryptage, Johanna Citruc. Avec plus de 51% des voix, c'est lui qui a remporté la présidentielle polonaise dimanche. Andrzej Duda, un jeune conservateur issu du parti populiste Droit et Justice. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci pour ce merveilleux accueil. Quasiment inconnu avant la campagne, Duda a tout de même réussi à battre le président sortant de centre-droit, Bronisław Komorowski. C'est pourtant grâce à ce dernier que la Pologne a pu échapper à la récession et bénéficier du taux de croissance le plus élevé d'Europe. Mais cette bonne santé économique cache en réalité des inégalités et un rejet des élites de plus en plus fort. Des arguments de poids pour voter en faveur du changement. Enfin un peu de changement. Un homme plus jeune que l'ancien président, je suis très heureux. Je suis très heureuse, c'est mon président. Et avec un tel président, qui ne voudrait pas vivre et travailler dans ce pays ? Et pour Andrzej Duda, le changement, c'est d'abord ramener l'âge de la retraite de 67 à 65 ans et baisser l'impôt sur les revenus pour les ménages les plus modestes. Comment ? En augmentant les taxes des chaînes d'hypermarchés et des banques. Le nouveau président, considéré comme eurosceptique, veut également réduire la dépendance de son pays à Bruxelles, mais aussi limiter la part des banques polonaises détenues par les étrangers. Aujourd'hui, les 2 tiers des banques polonaises sont entre les mains d'étrangers. Mais la polonisation des banques est nécessaire. Et il devrait y avoir un processus de rachat successif de ces banques par des grandes institutions financières polonaises. Mais pour l'heure, toutes ces mesures ne sont que théoriques. Premièrement parce que Andrzej Duda ne prendra ses fonctions qu'en août, mais surtout parce qu'en Pologne, ce n'est pas le président mais le gouvernement qui exerce le pouvoir. Les élections législatives sont quant à elles prévues à l'automne 2015.
Retour en Israël, dans le village arabe d'Harara, dans le nord du pays, qui organise une exposition destinée à rendre la high-tech plus accessible à la jeunesse arabe. Sosan Chazli et Léa Volbert sont partis à la rencontre de l'ONG à l'origine de cette initiative. Assoub est une ONG en mission pour la communauté arabe en Israël. Assoub a commencé comme un groupe de jeunes gens qui croyaient en la nécessité d'augmenter des opportunités d'emploi au sein du secteur arabe. La technologie est au premier plan de toutes les industries mondiales. Nous ne voulons pas être à la traîne. En arabe, Assoub signifie ordinateur. Cette exposition dans le village arabe de Harara réunit deux générations. Les plus jeunes, pour qui la technologie est presque une seconde nature, et leurs parents, qui sont venus se familiariser avec cet univers. Quand notre communauté va avoir accès à ces innovations, aller à Tel Aviv n'est pas une nécessité. Notre jeune génération est très créative, nous n'avons besoin que d'un débouché pour lui permettre de s'exprimer. La différence d'âge des participants n'est pas le seul élément notable de l'exposition. Parmi les intervenants, de nombreuses jeunes femmes voilées. Preuve, s'il en faut, que technologie moderne et religion sont loin d'être incompatibles. Il y a de nouvelles opportunités dans notre société et en tant que femmes, nous voulons en faire partie et en bénéficier, en particulier à cause de l'idée reçue selon laquelle seuls les hommes seraient intéressés par le domaine des hautes technologies. Autre objectif de l'ONG Assoub, faciliter l'accès aux hautes technologies aux personnes handicapées des communautés arabes. Nous avons mis au point un appareil qui reproduit la fonction du système nerveux humain. Cela permet aux personnes ayant un handicap lié au système nerveux de pouvoir déterminer la température des objets sans avoir à les toucher pour ne pas se mettre en danger. Une invitation à l'innovation et à la pensée créative. L'ONG Assoub rêve d'une société progressiste où la technologie serait une réponse à l'obscurantisme. Les ingénieurs français courtisés par l'industrie aéronautique israélienne. Une opération portes ouvertes au sein de la société IAI leur a été spécialement dédiée. L'objectif, c'est de faciliter l'intégration et le recrutement de cerveaux français dans un secteur qui se veut ultra sélectif. Maxime Pérez et Mel Benoliel se sont rendus sur place. Opération portes ouvertes pour la société IAI. Le fleuron de l'industrie aéronautique israélienne ambitionne de recruter massivement parmi les ingénieurs français désireux de s'installer en Israël. Une façon de faciliter leur intégration dans un secteur où le processus de recrutement est souvent complexe et réservé aux jeunes cerveaux israéliens. Une chasse gardée où les Français semblent avoir tous les critères pour s'imposer. Nous offrons un large panel d'emplois aussi bien dans le domaine scientifique que dans celui de l'ingénierie. Les domaines concernent aussi bien le développement des systèmes que la programmation informatique, la cybernétique, la machinerie ou encore le génie industriel. Nous pensons qu'une personne arrivant de France avec son expérience, son savoir-faire et son parcours académique peut tout à fait intégrer nos équipes. L'entreprise IAI emploie à ce jour près de 15 000 personnes, dont plus d'un tiers sont des ingénieurs. Parmi les départements phares des industries aéronautiques israéliennes, le développement de jets privés, comme ces avions Gulfstream. Nombre de ces modèles sont exportés et certains utilisés pour des missions de renseignement en temps de guerre. Daniel Halimi est arrivé dans les années 80 en Israël, après des études au Technion et une vingtaine d'années au sein de l'armée de l'air de Tsahal. Ce francophone a intégré IAI. D'abord comme directeur de projet et ensuite comme directeur adjoint de cette usine d'assemblage. Il y a énormément. Les technologies sont développées en Israël, que ce soit dans le high-tech et dans l'aviation, dans toutes les parties que je puisse connaître. Énormément de travail, énormément de possibilités. Et surtout, on donne beaucoup de chance aux jeunes ici en Israël. Arrivé lui aussi de France, Jacques travaille depuis 35 ans dans la société IAI. Son secteur, ce sont les drones dont Israël s'est fait une expertise depuis la production du Scout, le tout premier avion sans pilote made in Israël. Aujourd'hui, les modèles se sont diversifiés. Pour Jacques, aucun doute, la société IAI offre des opportunités à la hauteur du rayonnement de son industrie aéronautique. Dans le domaine de l'aéronautique, je pense qu'Israël est un des principaux ou un des pays les plus actifs, et ce qui permet surtout aux ingénieurs de s'investir et de voir aussi beaucoup de domaines différents, ce qui est peut-être un peu différent aussi de l'industrie française où on a tendance à se spécialiser dans un domaine. Lors du prochain salon du Bourget à Paris, des émissaires d'IAI procéderont à des premiers entretiens d'embauche auprès de jeunes diplômés français. Pour les éventuels candidats,
Rendez-vous est pris du 15 au 21 juin prochain. Alors on ouvre une page de sport. Ancelotti, le Real Madrid, c'est fini. Malgré une 10e Ligue des Champions décrochée l'an dernier, à la tête de la prestigieuse Maison Blanche, l'entraîneur italien a été remercié par le conseil de direction du Real. Explication Lise Parembaum et Michael Friedman. Le suspense prend fin. Le futur de Carlo Ancelotti est enfin connu. 2 ans après son arrivée, l'entraîneur du Real Madrid a été limogé après une saison sans trophée. Malgré ses 3 ans de contrat qui courent jusqu'à la fin de la saison prochaine, le décevant championnat 2014-2015 a entraîné la chute du technicien italien. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s'est adressé aux médias pour évoquer le cas Ancelotti. J'annonce que le Conseil des dirigeants a pris la décision de relever Carlo Ancelotti de ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid. Comme chacun peut se l'imaginer, la décision a été très difficile à prendre. Comme je le dis toujours, nous ne sommes pas là pour faire des choix faciles. Nous prenons des décisions que nous estimons les meilleures pour une institution qui fait référence dans le monde. La Décima, une 10e victoire en Ligue des Champions l'année dernière et la victoire en Copa del Rey pour sa première année en tant qu'entraîneur n'auront pas suffi. Cette année, les Merengues ont perdu la Liga face à leurs rivaux de Barcelone. Ils ont été éliminés de la Copa del Rey par l'Atlético Madrid et ils ont été vaincus par la Juventus de Turin en demi-finale de Ligue des Champions. Malgré tout le soutien et l'admiration du club et des joueurs, Florentino Pérez est convaincu que renvoyer Ancelotti est une étape nécessaire. Pendant ces 2 années, Carlo Ancelotti a gagné mon affection et celle de tous les dirigeants et des supporters. Carlo fait partie de notre histoire parce que nous avons gagné notre 10e Ligue des Champions avec lui. Mais comme tout le monde le sait, au Real Madrid, nous demandons le meilleur et nous pensons qu'il est temps de nous donner un nouveau départ. Les footballeurs du Real Madrid ont permis à leur entraîneur de quitter la Liga sur une victoire à domicile contre Getafe 7-3. Après une saison en demi-teinte, la loyauté des joueurs à l'égard de leur coach est indéniable. Je veux dire publiquement que je souhaite remercier Carlo Ancelotti pour ces 2 ans, à nos côtés et tout son soutien. Je veux aussi rajouter que le Real sera toujours sa maison. La semaine prochaine, nous allons donner le nom du nouvel entraîneur. Le club le plus riche du monde désire plus qu'une médaille d'argent. Avec la nouvelle saison qui arrive, la Casablanca va se chercher un nouvel entraîneur, plus à même de lui apporter des trophées et des succès. On peut être un pays sans culture surf, sans mer ni océan et réussir malgré tout à organiser une compétition nationale. L'Afghanistan a relevé le pari. Le pays qui n'a pas accès à la mer a organisé un championnat de surf au Portugal. Maël Benoliel nous y emmène. Pas simple d'être surfeur quand on habite en Afghanistan. Une enclave d'Asie qui ne possède ni littoral et encore moins de vagues. Et pourtant, cela n'a pas empêché cette bande de surfeurs afghans amateurs d'organiser le premier championnat de surf d'Afghanistan. Une compétition mixte qui prend place ici au Portugal, à une trentaine de kilomètres de Lisbonne, sur le spot réputé d'Ericeira, qui accueille déjà tous les ans le championnat autrichien. Organiser ce genre d'événements sportifs comme cette compétition nous sert aussi à construire les structures civiles nécessaires à la stabilité de notre pays. Et en même temps, cela nous permet de montrer une image plus complexe de l'Afghanistan, à l'opposé de ce que malheureusement on voit dans les grands titres de la presse. La guerre, la pauvreté et tout ce genre de choses. Nous montrons que l'Afghanistan, c'est beaucoup plus que cela. Reconnue par la Fédération internationale de surf, la compétition a aussi reçu le soutien du gouvernement afghan. Une compétition officielle au caractère amateur. Pour les 12 surfeurs en lice, dont 2 débutants, l'important est ailleurs. L'Afghanistan est un pays qui n'a pas de connexion à la mer. Donc pour les Afghans, c'est tout nouveau ce genre de compétition. C'est tout nouveau la pratique de ce genre de sport jeune et divertissant. C'est vraiment une bonne chose pour l'Afghanistan. On a beaucoup d'espoir, ce n'est qu'un début, mais regardons ce reportage dans 10 ans et on verra si cela devient vraiment important. Malgré des conditions climatiques peu favorables et un cruel manque de vagues, c'est l'organisateur en personne et président de la fédération de surf afghane, Afridoum Hamou, qui a remporté la compétition chez les hommes.
Chez les femmes, c'est Sohal Bahmaneh qui s'est imposée. Les deux gagnants pourront participer au prochain championnat du monde de surf qui prendront place au Nicaragua au mois de juin prochain. Restez avec nous dans un instant, la suite du Grand Direct. Il sera question notamment de l'actualité économique que l'on verra avec notre expert Lionel Friedfeld. On vous emmènera également dans un bar pas comme les autres. À Kiev, vous le verrez, la guerre en Ukraine s'invite sur les comptoirs mais aussi dans les cocktails. C'est dans quelques instants, juste après un nouveau journal. Il vous est présenté par Elsa Mimoun. Restez avec nous, c'est sur i24 News. De retour sur le plateau du Grand Direct, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On passe tout de suite à l'actualité économique avec vous, Lionel Friedfeld, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors le paradis fiscal, c'est fini pour Amazon car le géant américain de la distribution ne va plus payer ses impôts uniquement au Luxembourg, mais dans tous les pays où va percevoir des revenus, y compris la France. Alors effectivement, c'est notamment une pression de l'Union européenne qui met la pression sur Amazon, mais également tous les grands groupes américains. Il y avait avant une espèce de tax ruling, c'est-à-dire que Amazon faisait un accord avec le Luxembourg pour payer on va dire, pas beaucoup de taxes. Aujourd'hui, ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, la TVA devait être payée dans les pays de l'Union. Mais demain, en fait, chaque entité, par exemple Amazon, va devoir créer un Amazon France, Allemagne, Italie, Espagne. Et pour vous donner une idée, Amazon a réalisé près de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne l'année dernière et près de 1,5 milliard d'euros. Et donc, ça veut dire que c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses en fait, des États européens. Et la facture va être augmentée donc pour Amazon. L'autre actu éco du jour, c'est ce phénomène du low cost qui va débarquer sur les longs courriers dans le transport aérien. Effectivement, on l'a vu depuis quelques années, notamment en Asie. Qantas avait créé une filiale qui était spécialisée dans le low cost en Asie. Il y avait également Singapore Airlines. Ça se déplace notamment en Europe, notamment avec la Lufthansa. Et ça va de plus en plus concurrencer, on va dire, les compagnies aériennes traditionnelles. Et donc, dans quelques temps, on va avoir notamment des billets pour New York, pour l'Asie, à un prix low cost. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour ce journal de l'écho. Cette information qui vient de tomber, à prendre avec des pincettes, l'alerte rouge aux roquettes a retenti dans le sud du pays en Israël. Les médias israéliens évoquent une possible fausse alerte, mais on m'informe à l'instant que des explosions ont été entendues par les Israéliens. Si c'était le cas, eh bien, ce serait un regain de tension entre Israël et la bande de Gaza. Ce serait le 4e incident du genre. On va bien sûr vous tenir informés tout au long de cette édition. Dans ce contexte, cette ouverture pour 2 jours du passage de Rafah avec Gaza, c'est une décision des autorités égyptiennes pour laisser entrer à Gaza les Palestiniens qui sont coincés en Égypte. C'est une première depuis près de 3 mois, comme nous l'explique Julia Galancia. Le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza est de nouveau réouvert pour 48 heures seulement. Une mesure exceptionnelle pour laisser passer les Gazaouis qui étaient bloqués du côté égyptien de la frontière. Le passage reste interdit dans le sens opposé. Depuis 2 mois et demi, j'étais aux Émirats Arabes Unis. Nous avons entendu que le passage allait rouvrir, donc nous sommes venus du côté égyptien. Après un attentat ayant tué 30 soldats en octobre dans le Sinaï, l'Égypte avait fermé le point de passage de Rafah. Le pays avait aussi imposé un état d'urgence et un couvre-feu dans certaines zones de cette péninsule et établi une zone tampon le long de la frontière avec Gaza. La majorité des Palestiniens qui transitent par Rafah sont des étudiants se rendant à l'université en Égypte ou ailleurs, ou des personnes qui ont besoin de soins médicaux. Je suis parti le 10 mars pour le traitement des yeux de mon fils et nous sommes restés coincés ici 77 jours. Aujourd'hui, nous sommes de retour. 77 jours du 10 mars au 26 mai, alors que j'avais juste besoin de 7 jours, mais ils ont fermé le passage. Les autorités égyptiennes accusent régulièrement des combattants du mouvement islamiste Hamas qui contrôle la bande de Gaza de se servir des tunnels sous la frontière pour faire passer des armes. Des armes qui servent à perpétrer des attaques revendiquées par le groupe djihadiste égyptien Ansar Bet al-Magnes, une mouvance terroriste qui a fait allégeance à l'organisation État islamique. Après décision de justice, la dépouille du légendaire B.B. King sera autopsiée. 2 de ses filles ont accusé des collaborateurs de l'avoir empoisonné le 14 mai dernier à Las Vegas. On fait le point en images avec Elsa Parienté. B.B. King empoisonné, une éventualité désormais envisagée très sérieusement. Une enquête pour homicide a été ouverte ce lundi, près de 2 semaines après la mort de la légende du blues.
Ce sont ces 2 filles qui accusent le manager et l'assistant personnel de leur père de l'avoir empoisonné. Mort le 14 mai dernier à Las Vegas, le guitariste de 89 ans avait tenu à continuer ses tournées jusqu'à la fin de l'année. Souffrant de graves problèmes de santé, une querelle s'était initiée entre certains de ses enfants et son manager sur la façon de le soigner. Les allégations aujourd'hui portées par Karen Williams et Patty King sont considérées comme ridicules et purement diffamatoires par l'exécuteur testamentaire de B.B. King. Aucun élément factuel n'a pour l'instant été évoqué par les 2 filles pour éventuellement justifier de telles allégations. Toutefois, le corps du guitariste va être autopsié et les résultats ne seront pas connus avant 6 à 8 semaines. Une étape cruciale de l'enquête qui repousse les funérailles prévues à Memphis. B.B. King, membre du trio des Kings de la guitare blues, était considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Plus de 50 albums à son actif, le Grammy Award du meilleur album de blues traditionnel reçu 10 fois, une influence sur Eric Clapton et George Harrison, quelques preuves de la carrière impressionnante de Riley B. King. Une aura incontestable aujourd'hui entachée par le lancement de ce feuilleton judiciaire. Et on revient à présent sur cette information de dernière minute et ce regain de tension entre Israël et la bande de Gaza qui semble se confirmer. Je vous le disais, des habitants du sud du pays ont entendu des explosions. La sirène à l'alerte rouge a retenti et il s'agirait de 4 roquettes qui se seraient écrasées, qui auraient explosé en territoire israélien. On va tenter d'y voir plus clair avec Mathias Inbar. Bonsoir. Que sait-on de la situation ? Bonsoir, eh bien, vous avez quasiment tout dit, Daniel, à savoir les 4 roquettes qui se seraient écrasées en terrain vague dans les alentours de Ashdod, autour de Lachish. Effectivement, la sirène qui a de nouveau retenti dans le sud du pays, cela faisait plusieurs semaines qu'elle n'avait pas été entendue dans le sud du pays. 4 engins explosifs, il n'y a pas de dégâts ni de victimes, c'est ce que l'on apprend à l'instant. C'est ce que je reçois en tout cas du communiqué de l'armée israélienne. Pour l'instant, l'impact n'a pas été vérifié au sol. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, 4 roquettes sont parties depuis la bande de Gaza vers Ashdod, sans faire de blessés ni de dégâts matériels, se sont écrasés en terrain vague. Personne, aucun groupe palestinien n'a pour l'instant endossé la responsabilité de ces tirs. En tout cas, si ces tirs se confirment, ce ne serait pas le premier incident du genre depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice, il y a plus de 9 mois maintenant. Oui, en effet, déjà plusieurs groupes palestiniens avaient tiré des roquettes sans que le Hamas n'endosse la responsabilité. Le Hamas qui avait pointé du doigt d'ailleurs des groupes salafistes et des groupes dissidents à l'intérieur de la bande de Gaza. Reste à savoir comment on réagira cette fois. Le Hamas, on le sait, qui est pris à la gorge par l'Égypte, puisque l'Égypte est en train de réaliser des travaux à sa frontière au sud, notamment au niveau de Khan Younes, pour construire une zone tampon. Et puis du côté israélien, on sait le bouclier c'est toujours de vigueur, même si chaque jour des centaines de camions de denrées humanitaires pénètrent dans la bande de Gaza. Le Hamas est pris en étau et il y a des dissensions notamment au sein de entre son groupe militaire et son groupe politique, son bureau politique. Donc reste à savoir véritablement, Daniel, comment va réagir celui qui contrôle de main de maître depuis 2007 ce territoire gazaoui. Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces précisions. Si vous venez de nous rejoindre sur i24 News, je vous rappelle cette information de dernière minute. Regain de tension entre Israël et la bande de Gaza. 4 roquettes se seraient abattues en territoire israélien. Des explosions ont été entendues. Ce n'est pas le premier incident du genre depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice. C'était cet été, cette opération qui a donc opposé les forces israéliennes au Hamas. On vous tient bien sûr informé des derniers développements tout au long de cette édition. En attendant, on va rester en Israël, mais pour parler de choses beaucoup plus légères, avec la venue dans le pays de la grande exposition Displays. Vous vous en souvenez sans doute, ce colossal projet initié par l'artiste Frédéric Brenner. Notre chaîne lui avait consacré toute une journée spéciale. L'idée était de laisser carte blanche à 12 photographes internationalement connus. Carte blanche sur Israël et la Cisjordanie. Les photos sont sorties, des livres ont publié, mais aujourd'hui, le projet arrive en Israël. Alors comment réagissent les habitants? C'est un reportage signé David Gombin. Lorsque je suis arrivé en Israël et que j'ai vu le mur, j'ai ressenti une grande émotion. Et je me suis dit que si je devais faire quelque chose, je photographierais le mur.
Joseph Koudelka, l'un des photographes contemporains les plus acclamés au monde. Né en Tchécoslovaquie, il a grandi à l'ombre du rideau de fer qui le séparait de l'Allemagne et s'est largement identifié à la barrière de sécurité qui sépare Israël des territoires de l'autorité palestinienne. Toute ma vie, j'ai photographié des choses que j'aimais. Lorsque je suis venu ici, c'était difficile de prendre des photos car j'ai photographié des choses que je n'ai pas vues. Displays, 12 photographes de stature internationale se sont rendus en Terre Sainte pour porter leur objectif sur cette région du Moyen-Orient. Après une première étape pragoise, voilà que cette monumentale exposition investit les 6 messes du musée d'art de Tel Aviv. Une sorte de retour aux racines donc. Sauf que ce regard extérieur sur le pays risque de ne pas plaire à tout le monde. Et ça, les photographes en sont conscients. Je suis bien sûr plus tendu et je m'attends à avoir une plus forte critique. Que les faiblesses du projet, ses limites soient mises en évidence. Mais comment ne pas aborder le conflit qui déchire Israéliens et Palestiniens pour ces 12 photographes venus photographier Israël et la Cisjordanie? C'est précisément ce regard venu d'ailleurs qui pourrait mettre le public israélien mal à l'aise. Le public, qui est majoritairement un public israélien et qui bien entendu vit ici, possède une certaine vision de la réalité qui s'est développée en vivant ici. Mais je pense qu'il est important de porter un regard sur la façon dont on nous considère à l'étranger. Miri Krimolovski, journaliste spécialisée en art à la radio Kol Israël, est une fine connaisseuse de la société israélienne. Elle sait qu'il n'est pas facile d'accepter la critique venue d'autrui. À mon avis, une partie se sentira mal à l'aise, mais ceux qui s'ouvriront suffisamment gagneront un regard sur ces lieux où nous ne nous rendons jamais et que nous gagnerons à connaître. D'autres photographes ont choisi un angle différent pendant leur séjour en Israël, à l'instar de Martin Collard. Pour éviter la dualité du conflit israélo-palestinien, il a choisi de ne photographier qu'en Israël. Au fur et à mesure que le travail avançait, j'étais de plus en plus satisfait de ma décision pour de nombreuses raisons, en particulier car je pouvais me concentrer sur d'autres choses que le conflit avec lequel nous sommes déjà familiers. Trop familier peut-être ? Toujours est-il qu'avec cette profusion et cette diversité de portraits et de paysages, le public israélien aura l'occasion d'admirer dans une seule et même salle les œuvres de photographes parmi les plus encensés du moment. Il n'y a pas à dire, Tel Aviv est dans la place. Et quand le conflit dans l'Est ukrainien pénètre les bars de la capitale, un menu Vive la junte, des caricatures de Vladimir Poutine en Hitler ou encore un plat de grillade aux séparatistes au bar Karatel à Kiev, tout est fait pour tourner en dérision, vous allez le voir, la propagande russe et les mots de la guerre en Ukraine. Le récit de Léa Valbert. Peut-être reprendriez-vous un peu de grillade aux séparatistes. C'est l'une des spécialités de ce restaurant pour le moins atypique, qui propose également un menu Vive la junte ou une grillade aux 300 de Strelkov. Le Karatel, traduisez le bourreau, a ouvert ses portes au début du mois de mai. Ici, l'humour noir règne en maître. Du nom des menus aux caricatures placardées sur les murs, le lieu tourne en dérision les dérives propagandistes de la Russie pendant le conflit russo-ukrainien. Un coin esclave, en référence à un reportage russe affirmant que Kiev promettait 2 esclaves à chaque soldat combattant contre les séparatistes. Un menu Berkout grille, du nom de la police anti-émeute ukrainienne, accusée d'avoir réprimé dans le sang une manifestation pro-européenne à Kiev en février 2014. À Lviv, il y a aussi un restaurant qui s'appelle Krivka, qui ressemble à un ancien bunker. C'est le même thème, on vient ici pour l'atmosphère. Le patron est un ancien soldat. Blessé à la tête par un obus en août 2014 pendant l'une des batailles les plus meurtrières du conflit, traumatisé par les combats sanglants, il a pris le parti de l'humour et de l'ironie pour échapper à la dépression. Nous n'avons pas de message agressif. Nous tournons en dérision la politique d'information de notre voisin russe. Notre menu est très critiqué par eux. Ils menacent de brûler ma voiture, de me tuer, de nous lancer une grenade. Ils sont agressifs et ne comprennent pas que nous, Ukrainiens, avons simplement un meilleur sens de l'humour qu'eux. Nous sommes une nation vivante, nous n'abandonnerons jamais. L'humour et l'amour nous ont toujours sauvés. Et pour preuve, le Karatel affiche complet depuis le premier jour de son ouverture.
Retour en France après un délai de réflexion qu'elle s'était accordée. La députée Front National Marion Maréchal Le Pen sera bien candidate dans la région PACA à la place de Jean-Marie Le Pen qui avait été poussé vers la sortie. Les provocations à répétition avaient coûté son poste à la figure historique du Front National. Et puis François Hollande de son côté veut rendre hommage à l'esprit de la résistance. 4 grandes figures de la résistance contre les nazis vont entrer au Panthéon. Ça va se passer demain. La France honore là-bas les grands personnages qui ont marqué l'histoire du pays. Je vous rappelle qu'il est du ressort du président de choisir qui a sa place dans ce temple républicain où actuellement 71 personnalités y reposent. Et puis avant de se quitter, je vous rappelle cette information de dernière minute qui concerne ce regain de tension entre la bande de Gaza et Israël. Près d'un an après la fin de l'opération Bordure protectrice, 4 roquettes se sont abattues en Israël. Elles ont été tirées depuis le territoire palestinien, la bande de Gaza. Aucune revendication pour l'heure. Ce que l'on sait, c'est que cette attaque a touché la région d'Ashdod. C'est une première depuis le mois d'août. Le bilan, on parle de 2 personnes qui sont en état de choc. Pas de revendication donc pour l'heure. On sait en tout cas que le Hamas n'a pas d'intérêt à déclencher un nouveau round de conflit avec Israël. Il a été lâché par l'Égypte et par l'Iran. Décryptage bien sûr à suivre dans nos prochaines éditions. On suit de cela sur Très Presse et sur i24 News. Restez avec nous dans un instant. Le journal, il vous est présenté par Elsa Mimoun. Passez une très belle soirée sur i24 News.